Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur Canal 2 Info, votre chaîne internationale d'information en continu. L'actualité ce jour porte bien évidemment sur le rapport de Camer Caparc qui dévalue encore le Cameroun. On reviendra avec Serge Bondier pour parler de cette politique qui ne semble pas être la bonne pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Nous parlerons aussi de la République centrafricaine avec le pape François qui risquerait ne plus se rendre en République centrafricaine comme c'était donc prévu au regard de l'escalade de la violence qui se perpétue au quotidien. Nous parlerons également de Boko Haram qui a frappé les abords du lac Tchad, faisant plusieurs victimes à côté de l'armée tchadienne, en faisant bien évidemment une autre réflexion au Burkina Faso avec l'hommage rendu aux victimes de la révolution qui a contraint le président Blaise Compaoré à quitter le 30 octobre dernier le pouvoir après 27 ans de règne sans partage. Le Burundi va également nous intéresser ce matin avec le retrait par les États-Unis de l'AGOA, qui est donc l'Africa Growth and Opportunity Act, qui permet bien évidemment à certains pays africains d'exporter des produits sans toutefois payer de taxes. Madame, Monsieur, voilà pour le sommaire. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour recevoir Serge Bondier. Retour sur ce plateau de la matière d'information. Serge Bondier, bonjour. Bonjour Roger Nadia, madame, monsieur, merci d'être sur Canal 2 Info et merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Alors, je voudrais qu'on parle de ce rapport de Camer Caparc qui dévalue un tout petit peu le Cameroun. Alors, il s'agit de quoi exactement ? Il faut dire tout de suite que c'est un centre d'analyse de recherche sur la vie économique et même politique du Cameroun qui a rendu public son rapport depuis quelques jours déjà de cela aujourd'hui. Un rapport qui s'arrête sur la gestion des institutions au Cameroun, sur également les projets qui devraient accompagner notre pays, mais aussi un rapport qui va s'arrêter globalement sur la manière des réseaux de fonctionner au Cameroun qui plombe même l'évolution des différents projets qui sont mis en place pour accompagner notre pays. D'entrée de jeu, une autre très importante est à retenir, 2,96 sur 6 points, et donc la note qui a été accordée par Camer Cap au Cameroun dans le cadre de la gestion. Et maintenant, les freins qui sont donc à mettre à l'actif de cette mauvaise gestion, voire de ce retard sur le plan de l'encouragement et surtout de l'accompagnement au Cameroun. On parle de cette malgouvernance, entre guillemets, qui forcément ne se fait pas ressentir tout de suite, mais dans le cadre de la mise en application et de l'accomplissement de ces projets-là, il y a fondamentalement des problèmes. Le journal revient sur la gestion réelle des ressources qui n'est pas pour autant mieux organisée. On parle également de l'inadéquation entre formation, salaire et même emploi, et également de la méritocratie qui n'est pas toujours à la base de différents postes à pouvoir dans le cadre de la fonction publique même, sans oublier que le journal revient dans le cadre de la mise en œuvre dans le rapport qui voudrait effectivement que le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire ait la maîtrise assez fondamentale des différents projets qui doivent accompagner l'émergence du Cameroun en 2035. Mais ces freins s'arrêtent aussi au niveau du déploiement des réseaux, le déploiement également de quelques cadres philosophiques qui décident donc de s'entendre, et même des corporations qui décident de mettre sur pied une manière de fonctionner sans pour autant mettre devant de la scène le culte de la méritocratie. Donc c'est autant de points très importants qui fragilisent le Cameroun qui a du mal à avancer dans son émergence. Alors donc, c'est un rapport qu'il faudrait bien évidemment que les pouvoirs publics essayent d'analyser et de prendre avec beaucoup de sérieux si véritablement les problèmes qui sont relevés plombent l'évolution et l'émergence du Cameroun. Un rapport à prendre au sérieux d'abord dans la politique globale gouvernementale parce que Camer Cap, en dévaluant le Cameroun de cette manière-là, voudrait attirer l'attention des pouvoirs publics, notamment de la haute hiérarchie, et dans le suivi même de ces projets. Ce suivi de ces projets, lorsqu'il n'est pas fait dans les normes requises, fragilise le bien-être des populations locales parce qu'on le dit toujours, tout ce qu'on fait, c'est pour l'émergence, tout ce qu'on fait, c'est pour accompagner les populations camerounaises dans de meilleures conditions de vie. Le journal également parle, ce rapport qui est rendu comme un journal
journal, parle également des freins qui marquent le fonctionnement au niveau même de l'administration publique. Il parle de la corruption, il parle du clientélisme, une corruption qui va sans cesse de plus en plus grandissante. Pourtant, ces responsables administratifs qui sont en charge des services dans la fonction publique ne font pas toujours leur travail, parce que lorsqu'il faut le faire, il y a toujours une quelconque rémunération qui est demandée au terme donc du service. Pourquoi cela? Alors que c'est un service public qu'il faudrait effectivement rendre à l'usager. Et puis tout à côté, le journal essaie aussi également d'évoquer dans ses parties les plus profondes que si le Cameroun aujourd'hui ne venait pas observer cette émergence, c'est parce que les points de croissance sont véritablement touchés au niveau de la mise en application donc des recommandations des différents départements ministériels. Et il se pose bien la question, lorsqu'on va en extension dans ce rapport, on voit quand même que l'atteinte donc du budget de l'investissement public n'est pas toujours celui-là, alors que les budgets sont là. Et se pose aussi la question de savoir que peut faire le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, même si la marge de manœuvre est assez réduite. Donc c'est une interpellation. Lorsqu'on voit que notre système économique est touché et qu'il n'a pas toutes des coudées franches pour accompagner les projets qui sont relatifs à son fonctionnement, il y a quand même un problème. Et puis on évoque aussi également le chevauchement entre les différents ministères, le ministère des marchés publics, le ministère de l'économie, la primature. Tout ceci se retrouve autour des mêmes projets. Chacun a sa vision, chacun a sa manière de faire, mais toujours est-il qu'à terme, c'est beaucoup d'argent qui soit englouti par les pouvoirs publics. Et puis la conséquence, c'est que parfois, on n'a pas achevé les projets qui sont ainsi édictés. Et puis il faut à la longue établir ce qu'on appelait les responsabilités des uns et des autres. Et on n'est pas loin du détournement des deniers publics à ce niveau. Merci Serge Bondiès. Cela remet quand même au goût du jour cette question fondamentale de la cohésion de l'action gouvernementale, de l'entente entre les différents sous-départements ministériels pour conduire à bon port certains projets. Elie Smith, bonjour. Bonjour, Louis Roger. Alors, ce qui me retient mon attention et qui suscite cette question, c'est cette corruption qui gangrène pratiquement tous les segments de la vie sociale au Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'émergence sans la corruption? Non, on ne peut pas être un pays émergent si le pays est tellement gangréné avec la corruption. Mais il y a aussi un paradoxe parce que beaucoup de pays, que celui qui a inventé le problème de l'émergence, là, c'est un certain Jeffrey Sachs. C'est lui qui a inventé d'abord le BRICS, parce qu'il avait des critères pour être un pays émergent. C'est aussi lui qui a inventé les nouveaux pays émergents, c'est le MINT. Le Cameroun ne se trouve pas dedans. Les pays émergents à l'horizon 2020, ça serait le Mexique, l'Indonésie, le Nigeria et la Turquie. Ça, c'est ce que Jeffrey Sachs donne avec des critères. Et dans tous ces pays, quand vous regardez, il y a la corruption. Mais la différence avec le nôtre, que ces pays-là ont des organisations sérieuses qui luttent contre la corruption. Chez nous, ici, nous avons quelque chose qu'on appelle les péviers, mais on ne voit pas passer. Il semblerait que les péviers, là, c'est une corruption à tête chercheuse. C'est toujours les gens, peut-être, qui veulent remplacer le président de la République, ou on te soupçonne, tu n'es pas dans une loge maçonnique ou dans la Rose Croix ou quelque, je ne sais pas, et vous êtes attaqué. Donc, je pense qu'il faudra que l'opération épervier soit vraiment sincère et ne fait pas une chasse aux sorcières ou arrêter seulement les gens qui appartiennent au G21 ou G11, des choses comme ça. Ou G ainsi de suite. Oui, oui. Voilà, bonjour Lille Piedjou. Bonjour Louis Roger, bonjour Elie Smith, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. C'est une nouvelle semaine qui démarre sur votre chaîne et on est ravis d'être là. Voilà, ça me fait plaisir de vous avoir parce que le Cameroun a perdu quand même l'une de ses figures emblématiques pour ce qui est de la musique camerounaise et surtout du Makossa, la personne de John Boulay, qui a été inhumé ce week-end, un artiste qui a suscité le déplacement du ministre camerounais en charge de la culture. C'est d'ailleurs sa première sortie officielle, mais venue plutôt pour enterrer un baobab. Tout à fait. Lui-même, il a si bien précisé lors des obsèques, c'était samedi, ici même à Douala. Le ministre des Arts et de la Culture effectue ainsi sa première sortie officielle. Il a précisé que Joe Boulay était son ami, c'était son aîné. C'était une personne très discrète, c'était une personne humble. Donc, il a reconnu les valeurs de cet artiste à une dimension
incontesté aujourd'hui. Il faut dire depuis le 11 octobre, le Cameroun pleure, pratiquement un des piliers de la musique makossa au Cameroun. On sait que Joe Boulet a passé ses derniers moments à lutter pour l'amélioration des conditions de vie des artistes au Cameroun avec tout ce qu'on appelle comme problème de droit d'auteur aujourd'hui. C'était pratiquement l'intellectuel de la musique camerounaise et avec la présence du ministre des Arts et de la Culture, cela a rehaussé cet événement malheureux, mais toujours est-il que tout le monde était fier de voir le ministre des Arts et de la Culture prendre la parole devant tout le monde et reconnaître que Joe Boulet, c'était une personne difficilement remplaçable aujourd'hui, surtout dans l'univers de la musique. Alors, ce qui est aussi remarquable, c'est ce grand concert organisé en sa mémoire, un spectacle géant qui avait la participation de nombreux artistes. Mais il faut dire quand même que c'était une très grande première au regard de ce que nous avons coutume de voir. Lui, Roger, c'est le résultat de plusieurs réunions tenues ici même à Douala entre les artistes. On a commencé déjà le jeudi avec les jeunes musiciens, les jeunes talents qui ont rendu un hommage bien mérité à Joe Boulet. C'était à son domicile ici même à Douala au Cameroun. Vendredi également, c'était la grande veillée artistique. C'était non loin de la salle des fêtes d'Akwa. Il y a eu un podium qui a été bien installé. Tous les artistes venus de Douala, Yaoundé, Bafoussam, tout le monde a presté sur la scène. On a vu Bendeka carrément acclamé parce qu'il a transformé son morceau Samantha en Joe Boulet. Vous imaginez un peu l'émotion qui régnait de ce côté-là. On a vu passer Ama Pierrot, Charlie Nellet, tous ces grands mentors de la musique. On a vu même des grands noms, des personnes qu'on avait même déjà perdues de vue depuis un certain nombre d'années, revenir sur la scène, chanter pour Joe Boulet, rendre hommage, même s'il y a eu un couac, lui Roger, dans l'organisation. Il faut le noter ici, déjà le jeudi, en lieu et place des photos de l'artiste ou bien de la vie de l'artiste. On a vu des brandings d'une société anonyme ici au Cameroun. C'était un peu regrettable. On a vu également le vendredi certaines personnes, certains artistes entre guillemets non-name qui n'étaient pas programmés venir chanter avant quelqu'un comme Joe William Masso, comme Charlie Nellet, comme Ekambi Briand qui était là. Donc ça a provoqué un tout petit peu le courroux des personnes qui sont venues comme ça accompagner parce qu'il était question pour ces personnes-là de laisser les doyens, de laisser les doyens de la musique chanter, rendre un hommage mérité, mais cela n'a pas empêché qu'on puisse terminer cette soirée en beauté. Et le samedi, c'était l'enterrement au cimetière de Bois-de-Singe avec cette participation du ministre des Arts et de la Culture. Sa femme, son épouse a même tenu à dire merci parce que c'était la première fois qu'elle voyait tout le monde réunir pour accompagner son mari. Surtout qu'on n'a pas vu cette mobilisation autour de la dépouille de Guy Lobé. Merci donc à Narcisse Combimolet, le ministre des Arts et de la Culture, qui est venu donc rendre un dernier et vivant hommage à cette figure emblématique de la musique camerounaise, mort à l'âge de 73 ans, avec ses chansons 62. qui restent 62 ans, merci, voilà. Avec cette musique qui est restée gravée dans les mémoires, Malabar. Alors Elie Smith, vous êtes certainement connu cet artiste, John Boulet? Oui, je l'ai connu, et puis c'est quelqu'un qui chante le vrai makossa, parce qu'on a un problème aujourd'hui que le makossa est un peu édulcoré, donc c'est les gens qui sont les chantes du makossa. Voilà. Mais il faut terminer, lui, Roger, pour préciser que le ministre a eu l'occasion de discuter avec les autres artistes qui étaient sur place. Donc d'ici quelques jours, on verra certainement les choses bouger dans le milieu des arts et de la culture. Lui qui a installé il y a quelques jours une commission des arts et de la littérature. Donc on espère qu'avec toutes les propositions, c'était l'occasion un peu de créer cette harmonie, ce rapprochement avec les artistes. On a vu Roméo Dika, on a vu Bendeka qui s'engage aujourd'hui à à parler des droits d'auteur. On a vu beaucoup d'entretiens et on espère que les choses pourront bouger. Merci Lyd Piedjou d'être passé ce matin pour nous parler bien évidemment de cet artiste camerounais qui nous a quittés.
Merci à vous. On se retrouvera certainement demain. Le temps de préciser que la ville de Douala accueille aujourd'hui 2 ministres. On a le ministre des Transports, on a le ministre de la Santé publique. C'est la politique. Vous comprenez que ça bouge au sein du gouvernement. On aura l'occasion d'en parler. Merci Lille Piedou pour cette information. On va retrouver dans quelques instants Patrick ici en devoir, mais avant, Elie Smith, il y a quand même que la musique camerounaise aujourd'hui n'est pas celle que vous avez connue. Et il faudra encore que des politiques soient mises en place pour la promotion de la musique camerounaise. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, peut véritablement porter encore cette musique camerounaise au devant de la scène? Je pense qu'il faudra que le gouvernement s'y intéresse et que les artistes eux-mêmes travaillent assez, parce que maintenant, je crois qu'on est un peu dans un système où les gens veulent produire rapidement, il n'y a plus de la qualité. Donc je pense, et puis les jeunes qui arrivent dans le métier ou dans le métier de musique doivent avoir l'humilité de consulter les aînés. C'est ça, parce que tout le monde aime la musique de John Boulet aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est toujours d'actualité, ou Bendeka. Donc je pense qu'il y a un problème. La musique camerounaise n'est plus comme elle était auparavant. Donc je pense que le gouvernement doit s'y mettre. Donc c'est une bonne chose que le ministre de la Culture est venu hier pour les obsèques de John Boulet. C'est un bon signe, et qu'il y a des artistes qui sont décédés ici. On n'a pas vu aucune autorité y participer. Par exemple, Guy Laubert, en l'occurrence, il n'y a pas eu ce genre d'engouement. Quand on le fait, ça va montrer que les artistes, ça compte. Et ce que les gens oublient, les États-Unis génèrent beaucoup d'argent sur leur musique. Donc nous aussi, ça peut devenir une source de revenus majeure pour le Cameroun si le gouvernement s'y intéresse et si on a un bon ministre de Culture. Et je pense que celui qui est là maintenant s'y connaît un peu. Voilà. Merci Elie Smith. Patrick Lissandro, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à Elie et bonjour à nos téléspectateurs. Alors ça nous fait plaisir de vous avoir ce matin avec vous directement. Nous allons parler du pape François qui risque de se rendre du côté de la République centrafricaine à cause de cette escalade de la violence qu'on enregistre de plus en plus dans cette partie de l'Afrique. Ce serait bien dommage, hein, Louis Roger, vous faites bien de placer le terme risque, parce que rien n'est encore décidé. Mais si la spirale de la violence telle qu'elle semble se redessiner du côté de la République centrafricaine était confirmée, vous conviendrez avec moi que forcément le souverain pontife pourrait être amené à ne plus se rendre en République centrafricaine, et dit que pour cette toute première visite en terre africaine du pape François, il avait voulu, de manière symbolique, d'abord aller dans un certain nombre de pays qui n'avaient pas encore goûté aux délices d'une visite papale en Afrique, mais ensuite marquer de manière symbolique son adhésion à la paix dans des pays comme l'Ouganda, où il ira aussi, la RCA, qui font quand même face à des soucis, n'est-ce pas, de paix. L'Ouganda, peut-être pas de manière assez frontale, mais on sait que l'armée ougandaise est présente à travers l'implication de Yoweri Museveni dans certains champs conflictuels. Donc, je pense que ce serait bien triste. Cette visite-là, à mon sens, aurait apporté à la République centrafricaine cet ingrédient, hein, peut-être pas l'ingrédient, mais un ingrédient pacifique de plus dans cette quête de paix qu'on cherche pour ce pays. Et puis, regardez de manière symbolique, il y a bien évidemment le jubilé, n'est-ce pas, pour la miséricorde, qui devrait normalement s'ouvrir à partir du 8 décembre du côté de Rome. Et le pape entendait, lors de sa visite en RCA, avancer ce jubilé et ouvrir finalement la cathédrale de Bangui de manière symbolique pour porter toutes les prières de la communauté chrétienne dans le monde, n'est-ce pas, du côté de la Centrafrique. Qu'est-ce que ce serait beau, tout au moins sur le plan symbolique, spirituel, ce serait un élément véritablement important pour la RCA, vivement que ce regain de tension et que on va dire, cette confusion au niveau de l'aspect sécuritaire ne vienne pas faire envoler ce rêve d'une visite papale en RCA. Alors, Elie Smith, les violences sont reprises depuis, on parle près d'une dizaine de mois enregistrés depuis le début de la semaine qui s'est achevée. Et cela quand même pose un sérieux problème. Voilà un pays qui s'apprête à recevoir dans les tout prochains jours le souverain pontife. Mais les musulmans et les chrétiens ne cessent de se crêper le chignon. Oui, c'est un peu comme si il y a une partie de la République centrafricaine qui ne veut pas que le pape vienne et puis qu'il se contente. Mais je pense aussi la responsabilité, on a dit ici,
c'est le gouvernement de la transition. Il faudra que le gouvernement de la transition soit sérieux, bon, à la tête c'est une dame, mais essaie d'ouvrir les négociations avec toutes les parties et pour savoir les raisons de ces flambées de violence à la veille de l'arrivée du pape. Mais je pense que ce n'est même pas uniquement pour ça, je pense aussi que c'est les problèmes des élections qui vont arriver, c'est ça aussi qui cristallise tout. Quand vous voulez organiser une élection, vous voulez exclure une partie de la population, tout à fait normal qu'il y a des pressions qui se mettent. Donc je pense que Mme Panza doit revoir son tableau ou son cahier et sa stratégie pour qu'il y ait une transition apaisée. Pour qu'il y ait une transition apaisée, nous avions dit ça ici dans une émission, et il faut que ça soit inclusif. Tout le monde doit mettre les mains à la pâte et que les urnes vont maintenant trancher qui est vainqueur ou qui est vaincu, qui serait vaincu. Alors, il y a également cet autre aspect de l'actualité avec les groupes d'autodéfense qui veulent absolument mettre de l'ordre en lieu et place de ces forces multinationales qui se trouvent en République centrafricaine. Alors, est-ce qu'on ne peut pas les assimiler à des anti-Balaka ou à ces CDK qui ont sémé la terreur il y a peu en RCA? Vous savez, Louis Roger, en tout cas, en ce qui nous concerne, de manière très individuelle, on n'a pas souvent été tendre avec l'action ou la perception de l'action de la force onusienne, la MINUSCA, et qui plus encore Sangaris, qui était là avant. On a véritablement l'impression que c'est un gouffre à sous, mais qui ne répond pas aux attentes sécuritaires du côté de la République centrafricaine. Et lorsque vous évoquez ces groupes d'autodéfense qui se défendent d'être soit des anti-Balaka, soit des éléments de l'ex-Seleka ou de la Seleka, parce qu'elle existe encore dans ses multiples fractions, ces groupes-là se disent finalement être les seuls à pouvoir donner un peu plus de quiétude dans ce qui peut l'être du côté de la RCA. Vous avez encore le cas finalement du quartier Banzana dans le week-end, où vous avez une espèce de jeu de poker qui se joue entre les groupes d'autodéfense d'obédience musulmane et les groupes d'autodéfense d'obédience chrétienne. En fait, c'est une lisière où on se regarde en espèce de chien de faïence, on joue au chat et la souris, on regarde vivement qu'une étincelle arrive et puis on va se rendre compte que ça a dégénéré. Donc, et pendant ce temps, ce qui peut véritablement gêner, on l'a dit ici, c'est que la transition et toutes ces, on va dire, les organisations présentes en République centrafricaine, la mission onusienne, les forces sangaris, savent bien quelle est la situation dans ces endroits. Et puis, on laisse ces groupes-là être présents, ils sont armés, donc ils sont les maîtres des lieux. Et quand vous avez ce genre de situation où la sécurité n'est plus contrôlable, gérée, n'est même plus cernable, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces missions sont là. Les groupes disent, nous sommes là parce que les populations ont besoin de nous. En attendant, qu'est-ce qu'on oppose à ces groupes en termes de solutions sécuritaires? Rien pour l'instant. La violence augmente, le nombre de morts se compte, et puis on fait des rapports et on demande à la RCA d'aller vers les élections avant décembre. Voyez-vous, ça paraît illogique. Ça paraît illogique, et c'est comment illogique ces multiples attaques de la secte islamiste radicale Boko Haram dans la partie du lac Tchad, du Cameroun, du nord-est du Nigeria. Mais cette semaine encore, c'est le Tchad qui paye les frais avec pratiquement une dizaine de personnes tuées. Elie Smith. Alors, Boko Haram a toujours son même mode opératoire avec ses kamikazes. Et ces kamikazes viennent encore de faire des victimes au Tchad. Exactement, ça montre d'une autre manière, on a dit ici, et on va le répéter, que Boko Haram en termes de combat frontal, ils ne peuvent pas faire face. Vous avez vu un peu l'expérience qu'ils ont eue à Kirawa, ils ont surpris l'armée camerounaise, mais l'armée camerounaise a contourné, a eu le dessus. Donc je pense que l'arme fatale qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est une guerre asymétrique avec les jeunes filles qu'on utilise comme des bombes pour déstabiliser. Ça va finir, mais je pense qu'il faut seulement que ces pays-là, des pays concernés, améliorent les systèmes de renseignement, améliorent aussi le système de partage d'informations, et ça va aider. Ça va aider parce que, si vous voyez bien, leurs bastions, ils sont en difficulté, parce que l'armée nigériane a repris la poêle de la bête et est en train d'avoir un dessus sur eux. Et je crois aussi qu'ils le font parce que la stratégie du Nigeria n'est plus
fermer les villes, comme on faisait auparavant avec le gouvernement de Goodluck Jonathan, c'est d'ouvrir pour qu'il y ait de circulation. Et quand il y a de circulation, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut savoir que Boko Haram a fait que la partie du septentrion, de l'extrême nord du Cameroun, du Tchad et même de la partie nord-est du Nigeria a été asphyxiée économiquement. Quel qu'en soit le cas, les armées de ce pays vont vaincre. Et que c'est uniquement parce que le Boko Haram a les nouveaux artificiers qui croient qu'en faisant ce qu'ils sont en train de faire, ça va démoraliser les peuples et les forces armées de ces pays et qu'après ils vont avoir le dessus. Je pense que Boko Haram serait vaincu, mais ça prendra du temps. Ce n'est pas un problème qui va finir aujourd'hui ou demain. Voilà, ça prendra du temps, Patrick Essiam d'abord, 2 mois, 3 mois, puisqu'Idriss Déby avait parlé lors d'une conférence de presse que Boko Haram était déjà décapité. Mais on se rend compte que c'est Boko Haram qui décapite plutôt l'armée tchadienne. Non, je n'irai pas jusqu'à affirmer que Boko Haram décapite l'armée tchadienne. Vous savez, dans ce genre de conflit, surtout quand on a une variante asymétrique, on doit s'attendre aux pertes. Et l'armée tchadienne en connaît, comme on en a connu quelques-unes dans l'armée camerounaise, le Nigeria aussi. Mais il me semble que la montée en puissance de l'armée nigériane est en train, effectivement, comme le disait Elie, de repousser Boko Haram dans ses derniers retranchements. Et quand vous avez une lecture un peu des stratégies de ces armées qui constituent maintenant la force multinationale d'intervention qui agit du côté du lac Tchad, on a l'impression qu'il y a une stratégie pour serrer dans les taux, finalement, Boko Haram, et que ça commence à porter des fruits. Et vous voyez, dernièrement, l'armée camerounaise a dû jouer de malice dans les contours de Kerawa pour mettre à mal une tentative d'incursion ou d'établissement de Boko Haram. Quand vous regardez ce que l'armée tchadienne fait de son côté, vous regardez le Niger qui a continué à placer son sud-ouest, n'est-ce pas, en état d'urgence, et la montée en puissance de l'armée nigériane. Donc on a l'impression qu'on cerne la cible et que finalement on veut l'étouffer de tous les côtés. Donc vivement que ce rapprochement de ces armées-là se fasse vite pour étrangler véritablement Boko Haram. Mais à côté, les pertes que vous avez dans le camp du Tchad ou bien dans les autres armées, quand vous observez avec beaucoup de pertinence, il y a parfois un relâchement. Et ce relâchement-là profite finalement aux stratèges de Boko Haram pour infiltrer et réussir à frapper des coups. Donc, pendant que de manière conventionnelle, les armées montent en puissance, se rejoignent, il va falloir véritablement garder la vigilance et l'œil parce que Boko Haram a encore des ressources pour agir de manière asymétrique et c'est sur ce plan-là qu'il faut être plus que vigilant. Voilà. Est-ce qu'il faudrait pour également ne plus relayer ces multiples attaques, puisqu'en les relayant, ça donne plus de courage et ça permet également à ceux qui sont derrière le financement culte de ces groupes terroristes de continuer davantage à aller donner un peu d'argent à Elie Smith? Bon, c'est là le problème. Je pense qu'il faut relier parce que de l'autre côté, si on ne le relie pas, on est dans un monde informatique, tout. Si vous ne reliez pas, ils vont passer par YouTube, Facebook le faire. Et le problème, en le faisant par les YouTube, Facebook, comme Internet, ils donnent une autre ampleur et puis ils vont maintenant, il y a un thème que j'oublie, il y a un thème que j'oublie, donc je pense qu'il faut relier. Mais je pense aussi qu'il faudra que pour montrer qu'on est en train de gagner cette guerre, les gouvernements de ce pays doivent changer leurs capacités de communication, laisser les journalistes aller sur le terrain, voir, parce que le problème est qu'on veut nous faire croire souvent que c'est déjà le chaos dans cette zone. Vraiment, oui. Mais depuis un certain temps, il y a la circulation qui se fait entre le Nigeria jusqu'au Tchad et jusqu'au Cameroun. Mais si on ne le montre pas, donc c'est là le cercle vivant. On est, soit on montre, soit on ne montre pas. Mais je pense que je suis pour que on continue à communiquer, parce que si on ne communique pas, eux, ils vont le faire à notre place. Mais Patrick Essiam, d'abord, certains journalistes jouent à double jeu. Ils sont en même temps reporters et informateurs. C'est quand même assez curieux. Ben écoutez, cela fait partie même de l'establishment dans les relations sociales et la vie de nos sociétés. Il y aura toujours des brebis galeuses. Hein. C'est clair que, quel que soit le cas de figure, il y aura toujours des personnes qui vont jouer double jeu. On a même souvent, on va dire, des indiques, hein, comme vous les appelez, des informateurs, dans les milieux les plus insoupçonnables. Vous voyez. Mais le gros défi de la communication en moment de guerre reste une question de tous les temps. Toutes les grandes écoles de journalisme et même les débats actuellement font finalement la part belle à cette question-là. Comment finalement communiquer
en temps de guerre. Parce que vous vous imaginez que vous ne le faites pas, les autres vont le faire à leur compte courant. Et nous sommes donc dans une situation où il faut donner l'information, mais comment la donner sans finalement attiser cette anxiété et cette psychose dont vous faites allusion. C'est ici le droit finalement d'invoquer cette collaboration entre les sources et les forces militaires et les journalistes qui n'ont que besoin d'une information. Maintenant, la responsabilité, même dans les règles déontologiques de l'application de ce métier, impose un minimum en termes de communication. Mais l'essentiel reste le fond, de savoir qu'on a quand même une armée impliquée, qu'on a un certain nombre d'éléments qui se penchent, peut-être pas revenir sur les détails macabres, par exemple, d'un attentat, mais signaler au moins qu'il y a un attentat. Parce que autant vous craignez de faire de la publicité gratuite à ces personnes, encore qu'elles ont les moyens de le faire, si vous ne le faites pas pour elles, autant vous pouvez laisser les populations dans une ignorance, d'où une absence de vigilance. Donc il faut trouver simplement le juste milieu, et ce juste milieu ne peut qu'être trouvé dans une espèce de collaboration entre les forces de défense sécuritaires et la presse sans l'embastiller. Alors une autre collaboration qui a porté ses fruits, c'est cet hommage rendu aux victimes de la révolution au Burkina Faso, cette insurrection populaire qui avait permis le 30 octobre 2014, qui a contraint le 30 octobre 2014 le président Blaise Compaoré à quitter le pouvoir après 27 ans de règne sans partage. Une commémoration qui était nécessaire, juste un premier anniversaire, Patrick Issa d'abord. Oui, un premier anniversaire. Bon, c'est vrai qu'on pouvait se plaindre, en tout cas, cela était dans notre discours ces temps-ci, de dire qu'on avait l'impression finalement que le gouvernement de transition touchait à tout, voulait tout faire, et comme si après lui, le Burkina n'allait pas continuer avec d'autres autorités qui pouvaient se charger de faire des choses de manière plus organisée, sereine. Bon, mais je pense que dans la dynamique de cette insurrection, une année méritait quand même qu'on s'y attelle, qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé, sans coup férir et surtout sans intention politico-intéressée. On peut se dire que finalement, si ce 31 octobre est déclaré et institué au Burkina Faso comme journée des martyrs, c'est une bonne chose parce qu'il y a eu quand même des pertes en vies humaines. C'est un bon ton, mais à condition que finalement la vision et l'intérêt porté derrière cette journée de martyrs soit la capacité des Burkinabés ou bien alors l'intérêt de voir les Burkinabés se réunir autour d'un idéal pour refuser d'avoir finalement des contingences qui ne permettent pas d'avoir le développement du pays. Mais si cela est fait dans les intentions pour rester marqué dans les esprits comme étant ceux qui ont institué cette journée, ça va encore tourner finalement à une petite déception. Donc c'est une bonne chose, à condition que cela soit fait avec une vision d'intérêt général. Alors, le Monseigneur Paul Ouédraogo, qui est le président de la commission de réconciliation nationale, disait, je cite, que si le Burkina ne met pas fin à la violence, c'est la violence qui viendra mettre fin au Burkina. Alors, Elie Smith, comment vous analysez cette sortie de Monseigneur Paul Ouédraogo? Non, je trouve que c'est un homme de Dieu. Et il a bien parlé. Vous savez, dans un pays comme le Burkina Faso, quel qu'en soit le cas, c'est un pays polarisé. Il y a les gens qui sont... Vous savez, Blaise a fait quand même 27 ans au pouvoir. Il y a les gens qui vont le soutenir. Donc je pense que c'est important qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Il y a le dialogue. Et comme il a dit, c'est bien, mais il faudra aussi... cette journée nationale doit être une journée nationale de réconciliation. Il ne faudra pas que ça soit pour les vainqueurs ou pour les vaincus. Et c'est là où l'homme de Dieu joue son rôle. Et ce qu'il a dit, c'est vrai, si vous ne le faites pas, c'est la violence qui mettra fin au Burkina Faso. Voilà. Patrick Essian d'abord. Non, vous voyez, le terme vient de Elie. Et je dis que, vous savez, chaque fois qu'il y a des conflits et des situations d'incompréhension où des camps se forment, il ne faut jamais imaginer que le camp, même le plus petit ou même le plus fautif qu'il soit, n'ait pas son mot à dire. Puisque vous êtes amenés à vivre ensemble, vous appartenez à une même nation. Alors, une politique des vainqueurs qui serait dans le triomphalisme est toujours dangereuse. Donc le Burkina Faso a besoin de se réconcilier avec lui-même. Et il me semble que c'est de bon ton d'avoir une journée comme celle-là. Oui, mais une journée qui permet aux Burkinabés de se regarder en face, de se réconcilier et de se dire plus jamais ça. Si les Burkinabés se le disent, plus jamais ça, il me semble que même ces martyrs-là vont retrouver la paix et leur âme va finalement être en paix. Et un autre État qui est en paix malgré ces communiqués de la communauté internationale, c'est le Burundi, où Pierre Nkurunziza n'est pas du tout inquiété par cette décision des États-Unis de l'exclure
de la Goa. Pierre Nkurunziza reste de marbre. L'ambassadeur du Burundi aux États-Unis a rassuré les Burundais que ce n'est qu'une décision et que les relations diplomatiques vont se poursuivre. Alors, Elie Smith, ça vous fait quand même sourire. Et ça me fait sourire parce que vous êtes un peu sarcastique. Il n'est pas en paix. Vous savez, c'est un chef, donc il a les gens qu'il est en train il gère une frange de la population, donc il veut donner cette posture que tout va bien. Déjà, quand vous rayez de la Goa, déjà, le Burundi est asphyxié économiquement. Et cerise sur le gâteau, il y a une liste de Burundais vraiment bientôt qui ne partiront même plus aux États-Unis et dans l'espace de l'Union européenne. C'est un signe, pas seulement au Burundi, beaucoup de pays vont avoir le même sort. Par exemple, le cas du Congo-Brazzaville. Quand on vient d'organiser le référendum, elle n'est pas encore promulguée. Le jour où le président de la République congolaise va signer, il y aura déjà, cette sanction va aussi les suivre et l'Union européenne va suivre. Il y aura une liste des gens qui ne seront pas capables de voyager dans le Burundi. Je pense que Pierre Nkurunziza, je ne sais pas ce qu'il est. Et pourtant, moi, je trouve que c'est un homme de Dieu, un pasteur. Il devait avoir cette clairvoyance d'esprit de savoir qu'on ne va pas sacrifier toute une nation à cause des ambitions d'un individu. Donc les États-Unis ont bien fait. Ça, c'est la différence qu'avec la France, parce que la France est ambiguë. Sur le Burundi, par exemple, la France a le sang entre les mains parce que les policiers burundais sont formés par des Français et la France n'a rien dit durant tout ce conflit. Donc, je trouve que les États-Unis sont courageux et ce qu'ils ont fait est bien. En tout cas, tout à l'heure, on parlait de cette communauté internationale, de ces pays, ces nations qui donnent des leçons aujourd'hui à l'Afrique. Alors, qu'est-ce que le Burundi exportait pour qu'on puisse dire aujourd'hui que le Burundi sera asphyxié? Écoutez, vous voyez, au-delà de la problématique sur la controverse du troisième mandat sur Nkurunziza, moi je trouve que les Occidentaux, États-Unis, Union européenne et autres, ils nous mènent comme de véritables boulangers. Ils nous enfarinent et puis finalement, on n'y comprend rien. Et regardez l'UEDOG. L'idée même de l'African Growth Opportunity Act, la GOA, est une idée qui finalement, me semble, ne fait pas assez ses preuves en Afrique. Ils sont très rares, les pays africains impliqués, qui s'en tirent bon compte. On peut les compter au bout de ma petite main. Et Dieu seul sait qu'elle est petite sur l'espace planétaire. Et si déjà à ce petit niveau, on n'arrive pas à en compter suffisamment, vous imaginez que le Burundi peut se ragaillardir aujourd'hui de savoir que c'est peut-être un acte symbolique, c'est vrai sur le plan de la perception diplomatique, mais à la vérité, l'échange entre le Burundi et les États-Unis est quasiment nul. Donc les États-Unis ont plus une capacité à faire la pression alors qu'ils savent qu'ils peuvent toucher beaucoup plus loin que ça. La GOA ne représente rien pour le Burundi et il me semble que l'ambassadeur du Burundi aux États-Unis a bien raison de dire que il n'y a pas grand-chose là derrière. Et ce qui est encore assez surprenant, c'est qu'il précise qu'il n'organise pas les élections pour faire plaisir à la communauté internationale, que c'est une organisation... Hein? Alors c'est pas pour faire plaisir à la communauté internationale. Mais il ne veut pas faire plaisir à la communauté internationale, mais il ne fait pas aussi plaisir à la communauté nationale parce que les Burundais n'ont pas voté pour Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza a triché les élections. Ça c'est un autre débat. Il a marché sur le corps de plus de 100 Burundais. Ça c'est un autre débat. Qui n'a pas marché sur le corps? Même la France aujourd'hui a marché sur des cadavres. C'est un autre débat. C'est un autre débat qu'on peut tenir dans un autre contexte. Oui. Moi je m'en tiens aujourd'hui à l'intérêt du Burundi autour de la Goa. Si c'est par ce moyen que les États-Unis entendent donner ne serait-ce que le plus petit coup de fouet au Burundi, il me semble que c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'à la vérité, la Goa, en dehors de l'élément symbolique de ce retrait-là, ne représente rien sur l'influence que les États-Unis peuvent vouloir faire sur le Burundi. Et puis, deuxièmement, regardez, quand vous voyez un peu les recommandations des personnalités qui ne devraient pas voyager, tout ce cycle-là, on est un peu fatigué de tout ça. On a l'impression que finalement... Alors, au-delà d'aller vers l'invasion du Burundi, vous savez, il est parfois mieux de prévenir que d'aller vers la pourriture. Le processus qui a mené Pierre Nkurunziza aujourd'hui à son troisième mandat était connu, annoncé bien avant. Et s'il y avait même des sanctions à prendre, c'était au moment où il était dans son intention d'aller vers ce pouvoir pour l'asphyxier afin qu'il n'ait pas des moyens pour pouvoir y aller.
Vous n'attendez pas qu'il soit reconduit avec toute, on va dire, la légalité burundaise, parce que pour l'instant, c'est la constitution burundaise qui fait office et qui donne à Pierre Nkurunziza la capacité de représenter le Burundi. On a beau clamer maintenant au niveau de la communauté internationale, mais cette même communauté internationale formait les policiers, prenait les militaires burundais dans les missions onusiennes, envoyait de l'aide, jusqu'au moment où, quand elle commence à armer des fractions qui sont du côté du Rwanda et que ça ne marche pas, et que tout le monde se tue, même des lycéens rentrent déjà dans la danse, alors là, on commence à dire qu'on va influer dans un processus qu'on a laissé aller jusqu'à son cours. Merci, monsieur, d'être venu donc, ce matin. Madame, monsieur, c'est ici que le temps intervient à cette édition. Nos programmes se poursuivent. Ne zappez pas.